La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sec définitif. Pas un claquement de colère, non, un son propre, administratif, celui qui dit que la décision est déjà prise. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais pas venue visiter un lieu, j'étais venue disparaître. Et les personnes qui m'avaient amenée ici portaient mon nom. Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 79 ans. Jusqu'à ce matin-là, je vivais encore chez moi, dans mon appartement de la rue de l'Abbé Grégoire, celui que j'avais acheté avec mon mari après 38 ans de travail, de crédits remboursés sans retard et de renoncements silencieux. À 8 heures, mon fils m'a dit qu'on partait voir quelque chose. À 10 heures, il avait signé des papiers. À 10h30, on m'a demandé mon sac. À 11 heures, on m'a appelée Madame Moreau, résidente. Tout est allé très vite, comme si la vitesse empêchait la honte de remonter. Mon fils, Antoine, parlait beaucoup. Trop, il utilisait des mots doux, mais mal ajustés, comme un costume emprunté. C'est pour ton bien, maman. Tu verras, c'est très bien ici. On passera souvent. Ma belle-fille hochait la tête sans me regarder. Elle fixait les murs, les plantes en plastique, le sol trop brillant. Elle avait déjà tourné la page. On m'a conduite dans un bureau lumineux, où une femme en blouse beige m'a expliqué le fonctionnement de l'établissement. Les repas à heure fixe, les visites sur rendez-vous, les médicaments sécurisés. Mes clés ont été rangées dans un tiroir, mon téléphone posé dans une boîte transparente. On évite les pertes, a-t-elle dit avec un sourire fatigué. J'ai attendu que quelqu'un me demande si j'étais d'accord. Personne ne l'a fait. La chambre faisait 12 mètres carrés, un lit médicalisé, une armoire en bois clair, une fenêtre qui donnait sur un parking. Pas de rideau, seulement des stores gris. Sur la table de chevet, un gobelet en plastique et une feuille plastifiée avec mon nom, mon groupe sanguin et l'heure du déjeuner. J'ai posé mon manteau sur la chaise. J'ai attendu. Quand je me suis retournée, Antoine n'était déjà plus là. Il parlait avec l'assistante, penché en avant comme lorsqu'il négociait quelque chose. J'ai entendu mon prénom, puis le mot gestion, puis tranquillité. Ensuite, la porte s'est refermée. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était organisé, rythmé par des pas dans le couloir, des voix lointaines, un chariot qui grinçait. J'ai essayé d'ouvrir la fenêtre. Elle ne s'ouvrait qu'en oscillant légèrement, juste assez pour rappeler que l'air extérieur existait encore. Une aide-soignante est entrée sans frapper. Elle m'a demandé si je voulais déjeuner. J'ai répondu que je n'avais pas faim. Elle a noté quelque chose sur une tablette sans lever les yeux. Ici, il vaut mieux manger aux heures, a-t-elle dit. Ce n'était pas un conseil, c'était une règle. Dans l'après-midi, une autre résidente est passée devant ma porte. Elle marchait lentement, les yeux baissés. Nos regards se sont croisés une seconde. Elle n'a pas souri, moi non plus. Nous n'en avions pas la force. Je me suis assise sur le lit. J'ai essayé de comprendre ce que je venais de perdre. Ce n'était pas seulement mon appartement, ni mes clés, ni mon téléphone, c'était mon statut. J'étais passée du côté des gens à qui l'on explique, à qui l'on impose, à qui l'on parle doucement comme à des enfants qui dérangent. En fin de journée, Antoine a appelé. Pas pour me demander comment j'allais, pour me dire qu'il avait tout réglé et que je devais me reposer. Sa voix était soulagée. La mienne est s'y restée calme. Je lui ai souhaité une bonne soirée. J'ai raccroché. Quand la nuit est tombée, j'ai compris une chose essentielle. On m'avait enfermée sans violence, sans cris, sans chaîne, juste avec des signatures et de bonnes intentions. Et dans ce genre de cage, on ne survit pas en criant, on survit en observant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant la sonnerie, pas parce que j'étais reposée, mais parce que le corps apprend vite quand il n'est plus maître de rien. Ici, le temps ne vous appartient pas, il vous traverse. À cette heure précise, la lumière du couloir s'est allumée d'un seul coup, agressive. Une porte a claqué plus loin, puis une autre. Des pas rapides, méthodiques. J'ai entendu mon prénom avant même de voir le visage. Madame Moreau, toilette. Ce n'était pas une question. La femme qui est entrée devait avoir la trentaine. Elle ne m'a pas regardée en entrant. Elle a tiré les rideaux, ouvert l'armoire, préparé une bassine. Ses gestes étaient efficaces, sans brutalité, mais sans égard non plus. Je me suis levée seule. Elle a semblé surprise, comme si ce n'était pas prévu. Vous pouvez rester assise, on va vous aider. Je n'ai pas répondu. J'étais capable de me laver seule. Je l'avais fait toute ma vie, mais ici être capable n'était pas un critère. Dans la salle de bain commune, j'ai croisé mon reflet sous un néon blanc. Je paraissais plus petite. Ou peut-être était-ce l'endroit qui rapetissait les gens. On m'a donné une serviette marquée d'un numéro. Pas de mon nom. Un numéro. J'ai noté lequel. Le petit déjeuner a été servi à 8 heures.
Tout le monde en même temps. Même pain, même confiture, même boisson chaude dans des gobelets identiques. J'ai observé la salle, une trentaine de personnes. Certaines parlaient seules, d'autres fixaient le vide. Quelques-unes tentaient encore de discuter, mais leur voix se perdait dans le bruit des chaises qu'on déplaçait sans ménagement. À ma table, une femme aux cheveux blancs impeccablement coiffés a tenté de me sourire. Première journée? J'ai hoché la tête. Vous verrez, on s'habitue. Elle n'avait pas l'air convaincue. Après le repas, on nous a proposé une activité, atelier mémoire. J'ai refusé poliment. La jeune animatrice a insisté. C'est important de stimuler le cerveau. J'ai encore refusé. Elle a donc noté quelque chose sur son dossier. Ici, chaque refus devient une information. Vers midi, j'ai demandé quand je pourrais rentrer chez moi chercher quelques affaires personnelles. On m'a répondu que tout passerait par ma famille. J'ai demandé quand je pourrais appeler mon notaire. On m'a dit que les appels extérieurs étaient limités au début. J'ai compris que le début n'avait pas de date de fin précise. L'après-midi s'était tiré comme un tissu humide. J'ai tenté de lire, mais le silence était sans cesse interrompu. Une télévision trop forte dans la salle commune. Des appels à voix haute dans le couloir. Une sonnette que personne ne semblait entendre. Une femme a pleuré longtemps dans une chambre voisine. Personne n'est entré. En fin de journée, une responsable est venue me voir. Tailleur gris, sourire professionnel. Elle m'a parlé d'adaptation, de transition, de sérénité. Elle m'a expliqué que ma famille avait exprimé des inquiétudes. Elle n'a pas précisé lesquelles. Elle m'a conseillé de lâcher prise. Quand elle est partie, j'ai compris une autre chose. Ici, on ne vous maltraite pas ouvertement. On vous efface doucement. On décide à votre place jusqu'à ce que vous finissiez par croire que c'est normal. Le dîner a été servi à 18 heures, beaucoup trop tôt. J'ai mangé par principe. À 19 heures, on nous a invités à regagner nos chambres. À 20 heures, les couloirs étaient déjà silencieux. À 21 heures, les portes se sont verrouillées automatiquement. Allongée dans le lit, j'ai repensé à mon appartement, à ma table en bois, à mes livres, à mes plantes, à cette vie que j'avais encore la veille et qui avait été rangée dans un dossier sans que je m'en rende compte. Je n'étais pas en danger immédiat. Je le savais. Mais j'étais entrée dans un endroit où l'on peut rester des années sans que personne ne vous demande jamais si vous voulez encore être là. Et cette idée, plus que tout le reste, m'a empêchée de dormir. Le troisième jour, j'ai arrêté d'attendre qu'on m'explique. J'ai commencé à regarder. On croit toujours qu'on comprend un endroit dès qu'on y a passé une nuit. C'est faux. Une nuit, c'est un rideau tiré. 3 jours, c'est le décor qui se révèle. Les habitudes. Les petites humiliations répétées, si petites qu'on les avale sans bruit. Et surtout, les gens. Ceux qui se sont déjà résignés, ceux qui jouent encore à être faciles, ceux qui refusent et ceux qu'on a déjà cassés. Après le petit déjeuner, je me suis assise dans la salle commune. Je n'avais rien à y faire, mais c'était justement le but, observer sans être remarqué. La télévision diffusait une émission bruyante. Personne ne regardait vraiment. Les regards étaient ailleurs, comme si l'écran servait uniquement à remplir l'air, à empêcher le silence de devenir dangereux. À côté de moi, une femme tournait les pages d'un magazine sans lire. Elle devait avoir mon âge, peut-être un peu plus. Cheveux courts, impeccables, une alliance encore au doigt. Je l'ai vue 3 fois lever la tête vers la porte, exactement au moment où l'ascenseur sonnait, puis baisser les yeux, comme si ce réflexe lui faisait honte. Je lui ai demandé si elle attendait quelqu'un. Elle a hésité, puis a répondu d'une voix basse. Ma fille a dit qu'elle viendrait dimanche. Et on est à quel jour? Elle a cligné des yeux, comme si la question était une erreur. Je ne sais pas. Ce je ne sais pas m'a frappé plus que la réponse elle-même. Ce n'était pas un oubli, c'était une capitulation. Quand on ne sait plus quel jour on est, on ne sait plus combien de temps on a tenu. Un peu plus loin, une autre résidente, très mince, marchait en rond près de la baie vitrée. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle tenait sa tête haute. Elle portait une robe trop élégante pour cet endroit, comme si elle refusait que le lieu la définisse. Elle s'est arrêtée près de moi, m'a regardée une seconde, puis a dit « Ne leur donnez pas votre peur. Ici, ils la sentent. » Avant que je puisse répondre, elle est repartie, comme si elle avait parlé malgré elle. J'ai noté ça aussi. À midi, dans la file du réfectoire, j'ai entendu un aide-soignant parler à un homme âgé, très lent, qui n'arrivait pas à avancer assez vite. « Allez, monsieur, on n'a pas toute la journée. » La voix n'était pas méchante, juste usée. Comme on parle à un meuble qui gêne.
L'homme a baissé la tête et a accéléré, maladroitement, presque en s'excusant. Je me suis surprise à serrer les dents. L'après-midi, l'animatrice a proposé une sortie dans le jardin intérieur. On nous a alignés comme une petite procession. Une porte vitrée, un carré d'herbe entouré de murs, deux bancs, trois jardinières. Le ciel était beau, froid et bleu, mais on ne le sentait pas vraiment. L'air ne circulait pas. Même dehors, on restait dedans. C'est là que j'ai rencontré Mireille. Elle était assise seule, un plaid sur les genoux, le visage tourné vers le soleil, comme une plante qui cherche sa place. Elle avait des yeux clairs, très vifs, qui détonnaient avec ses mains ridées. Quand je me suis assise sur le banc à côté d'elle, elle n'a pas bougé. Elle m'a juste demandé: C'est eux qui vous ont mis ici? Je n'ai pas eu besoin de demander qui étaient eux. J'ai répondu oui. Elle a hoché la tête, comme si c'était la réponse la plus commune du monde. Ça commence toujours comme ça. Ils disent mot que c'est provisoire, que c'est pour se reposer. Et puis un jour, vous réalisez qu'on a déplacé votre vie pièce par pièce sans vous demander votre avis. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle était là. Elle a souri, mais ce sourire n'avait rien de léger. Assez longtemps pour connaître les horaires par cœur, pas assez longtemps pour ne plus espérer. Elle m'a raconté son arrivée sans détails inutiles, sans théâtre, une chute opportune, un fils très inquiet, des papiers juste pour faciliter, et ensuite la même porte qui se ferme proprement, administrativement, le même téléphone confisqué pour éviter les pertes, la même promesse de visite qui se raréfie sans explication. Vous savez ce qui est le plus dur? A-t-elle ajouté. Je l'ai laissé continuer. Ce n'est pas d'être ici, c'est de sentir qu'ils respirent mieux depuis que vous n'êtes plus chez vous, comme si vous étiez un poids qu'ils ont enfin posé au sol. Je n'ai rien dit, mais j'ai senti quelque chose se tendre en moi, une colère calme, solide, pas une colère de cri, une colère qui serre la gorge et qui rend lucide. De retour dans le bâtiment, j'ai croisé un petit groupe près de la salle de soins. Deux aides discutaient à mi-voix. Je n'ai pas compris toute la conversation, juste un morceau. La famille a demandé, puis on verra avec la direction, puis de toute façon, elle signe plus rien sans eux. Elle signe plus rien sans eux. J'ai continué à marcher comme si je n'avais rien entendu, mais à l'intérieur, c'était net. Ce lieu n'était pas seulement un endroit où l'on vieillit, c'était un endroit où l'on vous réduit à une ligne dans un dossier et où quelqu'un d'autre décide ce que vous avez le droit de faire, de dire, de posséder. Le soir, dans ma chambre, j'ai pris le petit carnet que j'avais dans mon sac. Je n'y avais encore rien écrit. Je l'ai ouvert à la première page et j'ai noté des choses simples, des prénoms, des horaires, des phrases, dit-on, entendues, des attitudes. Rien d'accusateur, rien de dramatique, juste des faits. Puis j'ai posé le stylo. Ce n'était pas un plan, pas encore, mais c'était un début. Et quand j'ai éteint la lumière, je me suis surprise à penser: si je dois tenir ici, je tiendrai autrement. Pas en attendant qu'on m'autorise à exister, en faisant en sorte qu'ils finissent par se souvenir que je suis encore là. La quatrième journée a commencé avec une sensation étrange. Je n'étais plus seulement enfermée, j'étais surveillée. Pas de manière évidente, pas avec des caméras braquées sur moi, mais avec cette attention molle, constante, qui vous fait comprendre que chaque geste est désormais interprété. Au petit déjeuner, l'aide-soignante a vérifié mon plateau 2 fois. Elle a regardé ce que je mangeais, ce que je laissais. Quand j'ai demandé un deuxième café, elle a répondu qu'il fallait d'abord voir ce qui était prévu pour moi, prévu, comme si mes envies faisaient partie d'un planning. Je n'ai pas insisté. J'ai appris assez vite que poser trop de questions vous faisait basculer dans une autre catégorie, celle des résidents difficiles. Et ici, être difficile, c'était perdre encore un peu plus. Après le repas, je suis retournée dans ma chambre. J'avais besoin de silence. En ouvrant l'armoire, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu la veille. Mes vêtements avaient été réorganisés, pas déplacés grossièrement, juste rangés autrement, les pulls pliés différemment, les chaussures alignées, comme si quelqu'un était entré pour mettre de l'ordre, sans m'en parler. Sur la table de chevet, mon carnet avait changé de position, à peine, mais je savais comment je l'avais posé. J'ai senti un frisson me parcourir. Ici, même l'intimité, c'est provisoire.
Dans l'après-midi, j'ai reçu la visite de la responsable administrative, la même que le premier jour. Elle s'est assise en face de moi avec un dossier beige. Mon nom était écrit dessus, en lettres capitales. Elle m'a parlé doucement, comme on parle à quelqu'un qu'on ne veut pas brusquer, mais qu'on veut convaincre. Elle a évoqué mon fils, ses inquiétudes, ma fatigue, le fait que je semblais avoir du mal à accepter la transition. Elle a proposé un suivi renforcé, plus d'accompagnement, plus de présence. Le mot autonomie n'a jamais été prononcé. Je lui ai demandé si je pouvais consulter les documents que mon fils avait signés. Elle a souri, un sourire poli, fermé. Tout est en règle, Madame Moreau. Votre famille agit dans votre intérêt. J'ai insisté calmement. Elle a noté quelque chose dans son dossier. Encore, quand elle est copartie, j'ai compris une chose importante. Plus je resterai tranquille, plus on déciderait à ma place. Mais si je me montrais trop résistante, on trouverait une raison médicale à mon comportement. La ligne était fine, dangereuse. En fin de journée, Mireille est venue frapper à ma porte. Elle regardait autour d'elle avant d'entrer, comme si elle craignait d'être vue. Ils vous ont parlé m'a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Ils font toujours ça vers le 4e ou 5e jour. C'est le moment où ils évaluent. Évaluer quoi ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Votre docilité, votre isolement, votre capacité à vous défendre. Elle m'a raconté qu'après ce genre d'entretien, certains résidents se retrouvaient avec plus de médicaments pour dormir, pour se calmer, pour éviter l'angoisse. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ne signez jamais rien ici, jamais, même si on vous dit que ce n'est qu'une formalité. Le soir, j'ai appelé Antoine. C'était la première fois depuis mon arrivée. Il a répondu rapidement, comme s'il attendait l'appel. Sa voix était détendue, trop détendue. Il m'a demandé si tout se passait bien, s'il fallait quelque chose. J'ai répondu que j'aimerais récupérer certains papiers restés chez moi. Il a marqué un silence, puis il a dit qu'on verrait ça plus tard, que ce n'était pas urgent, que je devais penser à me reposer. Je lui ai demandé quand il viendrait me voir. Il a parlé de travail, d'imprévu, de la semaine prochaine peut-être. Sa voix était déjà ailleurs. Avant de raccrocher, il a ajouté « Tu sais, ici tu es en sécurité ». Ce mot-là m'a glacée. Après l'appel, je suis restée longtemps assise sur mon lit. J'ai repensé aux dernières semaines avant mon arrivée, à ces conversations où Antoine me parlait soudain de fatigue, de risques, d'accidents, à ces papiers qu'il m'avait demandé de signer pour simplifier, à cette insistance nouvelle à propos de mes comptes, de mes assurances, de mon notaire. À l'époque, j'avais trouvé ça attentionné. Maintenant, ces souvenirs prenaient une autre couleur, une couleur plus sombre, plus précise. Avant d'éteindre la lumière, j'ai repris mon carnet. J'y ai ajouté une page, j'ai écrit la date, l'heure, les noms, les phrases exactes, j'ai noté ce qui avait changé dans ma chambre, ce que la responsable avait dit, ce que mon fils avait évité de répondre. Je ne savais pas encore où cela me mènerait, je ne savais même pas si cela servirait à quelque chose. Mais une certitude s'imposait lentement, clairement. On ne m'avait pas seulement mise ici pour mon confort. Quelque chose m'échappait encore, et tant que je ne comprendrais pas quoi, je devais rester éveillée, lucide, présente. Dans ce lieu où l'on vous apprend à disparaître doucement, rester consciente était déjà une forme de résistance. Le 5e jour, j'ai compris que l'enfermement n'était pas seulement une porte qui se verrouille, c'était un robinet qu'on ferme, lentement, jusqu'à ce que votre vie ne coule plus que goutte à goutte, à travers les mains des autres. Après le petit déjeuner, on m'a demandé de descendre au bureau pour faire le point. La phrase sonnait presque rassurante, comme si on allait m'écouter. Dans le couloir, une aide-soignante m'a accompagnée sans en avoir l'air, à une distance juste assez proche pour que je n'oublie pas où j'étais. La responsable administrative m'attendait avec une autre femme que je n'avais pas encore vue, plus jeune, lunettes fines, un badge où il était écrit « assistante sociale ». Elle m'a serré la main comme on salue un dossier. On m'a parlé d'argent tout de suite. Pour éviter les risques, Madame Moreau, on centralise certaines choses au début. Les achats, les sorties, les retraits. Ce n'est pas une sanction, c'est une protection. La responsable a ouvert un dossier et a fait glisser une feuille vers moi. Une feuille avec mon nom encore et des cases déjà cochées. Votre fils a demandé à gérer les dépenses courantes. C'est très fréquent. Il s'inquiète pour vous. Les personnes âgées se font parfois abuser. J'ai senti ma nuque se raidir. Les personnes âgées se font abuser, oui, mais pas toujours par des inconnus.
J'ai demandé si je pouvais garder ma carte bancaire. La jeune assistante sociale a souri doucement. Elle est en sécurité. Vous pourrez faire des demandes d'argent de poche, bien sûr. On fixe un montant hebdomadaire. C'est plus simple pour tout le monde. Un montant hebdomadaire, comme une enfant. Et si je veux acheter quelque chose de précis? Ai-je demandé. Elles ont échangé un regard rapide, presque imperceptible. On verra au cas par cas. Cette phrase-là, je l'ai reconnue immédiatement. On verra, c'est le mot qu'on utilise quand on ne compte pas faire. Je me suis entendue demander et mes comptes? La responsable a croisé les mains. Votre fils a une procuration, Madame Moreau. Vous l'aviez mise en place l'an dernier, vous vous souvenez? C'est une mesure de confort. L'an dernier. J'ai revu la scène d'un coup. Antoine assis à ma table, des papiers devant lui, un ton détendu. C'est juste pour que je puisse t'aider si tu es à l'hôpital. J'avais signé sans lire en détail, parce que c'était mon fils. Parce qu'on ne pense pas à se défendre contre son propre sang. Je me suis forcée à respirer. Je n'ai pas laissé paraître ce que je ressentais. La colère, la honte, le vertige. À la place, j'ai demandé calmement à voir cette procuration. On m'a répondu que ce n'était pas nécessaire, que tout était en règle, que le notaire avait validé. Le mot notaire a résonné comme une gifle. Je suis sortie du bureau avec une enveloppe dans la main. À l'intérieur, un formulaire argent de poche, un règlement intérieur et une liste de numéros utiles. Pas celui de ma banque, pas celui de mon notaire, ceux du médecin coordinateur, de l'animatrice, de l'accueil, les numéros qui maintiennent une personne dans le cadre. Dans l'après-midi, j'ai tenté d'appeler ma banque depuis le téléphone de la salle commune. On m'a dit qu'il fallait demander l'autorisation. J'ai demandé. On m'a répondu qu'il n'y avait pas assez de personnel pour m'accompagner à ce moment-là. J'ai proposé de le faire seule. La réponse a été un sourire patient. Ce sont les procédures, Madame Moreau. Encore ce mot, procédure. Il sert à tout, à couvrir l'indifférence, à rendre le vol acceptable, à transformer une dépossession en routine. Dans le couloir, Mireille m'a vu revenir, l'air fermé. Ils ont touché à vos comptes, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai hoché la tête. Elle a soufflé comme quelqu'un qui confirme ce qu'il redoutait. C'est la deuxième étape. La première, c'est vous couper de chez vous. La deuxième, c'est vous couper de votre argent. Après ça, ils peuvent de faire ce qu'ils veulent. Je l'ai regardée. Elle avait l'air plus fatiguée que la veille, mais ses yeux restaient vifs. Et vous? Ai-je demandé. Vous avez réussi à récupérer quelque chose? Elle a baissé la voix. J'ai essayé. Quand j'ai demandé à revoir mon conseiller, ils ont dit que j'étais trop stressée. Quand j'ai insisté, on m'a ajouté un petit comprimé pour l'angoisse. Après, j'étais plus facile. Elle a serré les lèvres comme si ce mot lui écœurait. Le soir, Antoine a envoyé un message. Pas un appel, un message. Court, net, tout va bien? On a réglé l'administratif, c'est mieux comme ça. Repose-toi. Je l'ai relu plusieurs fois. Ce on m'a frappé. On a réglé, pas j'ai fait, comme si sa femme était dedans, comme si ce n'était déjà plus une décision de fils, mais une décision de couple, une stratégie. Je me suis assise à la petite table de ma chambre et j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit carte bancaire confisquée, argent de poche, procuration, refus d'appel banque, notaire, validé, procédure. Puis j'ai ajouté une phrase, seule, au bas de la page, ne pas se précipiter, ne pas se trahir, parce que je venais de comprendre quelque chose d'encore plus important que l'argent. Ici, il comptait sur ma panique, sur ma colère, sur une réaction qui leur permettrait de dire que je perdais la tête, que j'étais confuse, vulnérable, manipulable. Ils voulaient une vieille femme qui se débat. Ce qu'ils allaient avoir à partir de maintenant, c'était une femme qui observe, qui retient, qui prépare, une femme qui ne demande plus la permission de comprendre, une femme qui, même enfermée, commence à reprendre le contrôle là où personne ne regarde, dans le silence, dans les détails, dans l'attente. Le 6e jour n'avait rien de spécial. C'est sans doute pour cela qu'il est trop resté gravé. Rien n'était prévu après le déjeuner. Pas d'atelier, pas de visite médicale, juste un créneau vide entre 14 heures et 16 heures, ce qui ici signifiait temps mort surveillé. La plupart des résidents restaient dans la salle commune, devant la télévision. Moi, j'ai demandé si je pouvais sortir dans le quartier quelques minutes. Acheter un journal, marcher. L'aide-soignante a hésité, puis est allée vérifier.
Elle est à moitié revenue avec une autorisation écrite limitée à 45 minutes, accompagnée d'un rappel, rester dans le périmètre. Elle a noté l'heure exacte de ma sortie. J'ai signé. Passer la porte seule m'a donné l'impression de respirer pour la première fois depuis des jours. L'air était froid, sec, la rue bruyante, les voitures passaient sans savoir que, derrière elles, il y avait un endroit où l'on rangeait les gens. J'ai marché lentement, comme si je redécouvrais mes jambes, mes épaules, mon rythme. Je n'avais presque pas d'argent sur moi. Quelques billets, laissés par Antoine, au cas où. De quoi acheter quelque chose de simple. Je me suis arrêtée devant un kiosque à journaux. Le vendeur m'a saluée comme n'importe quelle cliente. Ce détail m'a émue plus que je ne l'aurais cru. Ici, personne ne me demandait mon groupe sanguin, personne ne regardait mon bracelet. En payant le journal, mon regard est tombé sur une affiche colorée collée sur la vitre. Loterie nationale. Tirage du samedi. Les numéros en gros, la promesse en lettres brillantes. J'ai failli détourner les yeux. La loterie, pour moi, avait toujours été une fantaisie inutile, un luxe de gens qui croient encore aux raccourcis. Mais ce jour-là, quelque chose a accroché. Peut-être parce que je n'avais plus accès à rien, peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus rien à perdre, ou peut-être simplement parce que j'avais besoin d'un geste qui m'appartenait entièrement, sans autorisation, sans dossier. Je peux en prendre un ai-je demandé. Le vendeur a hoché la tête. Il m'a tendu un bulletin et un stylo. Je me suis appuyée sur le comptoir pour cocher des cases au hasard. Pas de calcul, pas de stratégie. Juste des chiffres choisis sans réflexion, presque machinalement. J'ai payé. Il m'a donné le ticket, plié en deux. Je l'ai rangé dans la poche intérieure de mon manteau, là où je mettais autrefois mes papiers importants. En sortant du kiosque, je me suis sentie presque ridicule. Comme si j'avais commis une folie douce, et pourtant, en marchant vers l'établissement, je sentais ce petit rectangle de papier contre moi, léger, insignifiant mais réel. À moi. De retour à l'accueil, l'heure de mon retour a été notée. On m'a demandé ce que j'avais acheté, j'ai montré le journal. Personne n'a fouillé mes poches. Le ticket est resté là où il était. Dans l'après-midi, Mireille est passée dans ma chambre. Elle m'a demandé si la sortie m'avait fait du bien. J'ai répondu oui, je ne lui ai pas parlé du billet. Pas par méfiance, par instinct. Certaines choses doivent rester silencieuses. Le soir, après le dîner, je me suis assise sur mon lit et j'ai relu le journal. Je ne lisais même pas vraiment les articles. Je cherchais juste une sensation oubliée, celle de choisir, de tenir quelque chose entre mes mains sans que ce soit compté, évalué, corrigé. Avant d'éteindre la lumière, j'ai sorti le ticket de ma poche. Je l'ai regardé quelques secondes. Un bout de papier banal, presque absurde dans ma situation. Je l'ai glissé dans mon carnet, entre deux pages où j'avais noté des faits, des horaires, des phrases. Il détonnait au milieu de tout ça, comme une tache de couleur dans un dossier gris. Je ne me faisais aucune illusion, je ne pensais pas à l'argent, je ne pensais même pas au tirage. Ce que je savais, en revanche, c'est que ce billet était la seule chose que personne ici n'avait décidé pour moi, la seule chose que je n'avais pas demandée. Et dans un endroit où tout vous est retiré méthodiquement, ce genre de détail peut devenir plus précieux qu'il n'y paraît. Le 7e jour, le tirage a eu lieu sans bruit. Je ne le savais pas encore. Ici, le monde extérieur arrive étouffé, filtré, comme s'il devait demander la permission avant d'exister. Les nouvelles passent par la télévision commune, entre deux publicités trop fortes, ou par des journaux qu'on lit à moitié. Personne n'a annoncé le résultat de la loterie. Personne ne m'a regardé différemment. La journée a commencé exactement comme les autres. À 7 heures, la lumière. À 8 heures, le petit déjeuner. À 9 heures, le silence organisé. C'est seulement en fin de matinée que quelque chose a dévié. L'animatrice est entrée dans la salle commune avec une pile de journaux. Elle les a déposés sur une table, sans commentaire. J'en ai pris un presque machinalement, plus par habitude que par intérêt. Je me suis assise près de la fenêtre, celle qui donne sur le parking, et j'ai commencé à feuilleter. Je n'étais pas pressée. Ici, la précipitation n'a plus de sens, puis je l'ai vue, pas tout de suite. Pas comme dans les films, avec une phrase en gras qui vous saute au visage. Non, c'était une petite colonne, sur le côté. Résultat du tirage national. Une liste de chiffres, alignés, impersonnels. J'ai continué à lire sans vraiment comprendre ce que mes yeux regardaient. Et puis mon corps a réagi avant mon esprit. Une chaleur brutale dans la poitrine, une tension dans les doigts. J'ai senti mon cœur ralentir,
puis repartir autrement, plus fort, plus précis. J'ai baissé les yeux vers le journal que je tenais. J'ai relu la ligne. Une fois, deux fois, trois fois. Les chiffres correspondaient exactement. J'ai posé le journal sur mes genoux, lentement. J'ai fermé les yeux une seconde, pas pour célébrer, pour vérifier que je respirais toujours. Autour de moi, la télévision continuait à parler. Une résidente riait sans raison. Une autre appelait une aide-soignante pour un verre d'eau. Personne ne savait. J'ai sorti mon carnet de mon sac. Mes mains étaient calmes. C'est ce détail-là qui m'a le plus frappé. Pas de tremblement, pas de vertige. Juste une clarté étrange, presque glaciale. J'ai ouvert à la page où j'avais glissé le billet. Je l'ai sorti, je l'ai posé à côté du journal. J'ai comparé, une dernière fois. Il n'y avait plus de doute. 57 millions. Le chiffre n'a pas pris de place dans ma tête. Il n'a pas explosé. Il est resté là, abstrait, presque irréel. Ce n'était pas une somme, c'était un fait immense, dangereux, silencieux. J'ai replié le journal, j'ai rangé le billet dans le carnet, j'ai fermé le tout et je l'ai glissé au fond de mon sac sous des vêtements. Personne ne m'a vu. Personne n'avait de raison de me regarder. À midi, j'ai mangé comme d'habitude. J'ai même pris un dessert. L'aide-soignante m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu oui. Elle a noté quelque chose, sans lever les yeux. Dans l'après-midi, j'ai croisé la responsable administrative dans le couloir. Elle m'a souri poliment, le même sourire que la veille, le même ton condescendant. Rien n'avait changé. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Tant que je ne parlais pas, je n'existais toujours pas à leurs yeux autrement que comme une résidente docile, contrôlable, administrable. Le soir, dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. Ce n'était pas nécessaire, mais j'en avais besoin. Je me suis assise sur le lit, le carnet ouvert sur les genoux. Le billet était là, intact. J'ai pensé à Antoine, à sa voix détendue, à sa procuration, à son on a réglé. J'ai pensé à Mireille, à ses comprimés pour l'angoisse, à la femme qui ne savait plus quel jour on était, à toutes ces vies rangées derrière des portes propres. Puis j'ai pris une décision. Je n'appellerai personne, ni mon fils, ni la banque, ni un notaire. Pas encore, parce que cet argent, s'il sortait trop vite de l'ombre, deviendrait une arme contre moi. Une raison de plus pour me contrôler, m'isoler, me déclarer incapable. La richesse à mon ici n'était pas une délivrance immédiate, c'était un piège potentiel. Alors je me suis promis une chose simple et ferme, personne ne saurait, pas tant que je ne serais pas prête, pas tant que je n'aurais pas compris exactement qui tenait quelle ficelle et jusqu'où ils étaient prêts à aller. J'ai rangé le carnet dans la doublure de ma valise. J'ai éteint la lumière. Dans le noir, mon cœur battait régulièrement, sans affolement. J'étais enfermée, oui, mais pour la première fois depuis mon arrivée, je détenais quelque chose que personne ici ne pouvait m'enlever. Et cette fois, le silence jouait pour moi. Le 8e jour, je me suis levée avec une sensation nouvelle. Je n'avais plus envie d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Avant, j'avais toujours ressenti le besoin de justifier, à mon fils, à l'administration, aux médecins, même à moi-même. Justifier mon caractère, mes choix, mes silences. Ici, on vous épuise avec ça. On vous pousse à dire « je comprends, vous avez raison, je vais faire un effort », jusqu'à ce que vous soyez trop fatigué pour penser. Ce matin-là, j'ai cessé, je me suis lavée lentement, sans me presser, en gardant mon regard sur mes propres gestes, comme on vérifie une mécanique. Mes mains tremblaient moins qu'au début, non pas parce que j'allais mieux, mais parce que j'avais arrêté de lutter contre l'évidence. Je n'étais pas ici par accident, et la vérité, une fois acceptée, enlève une partie de la peur. Au petit déjeuner, j'ai parlé peu, j'ai répondu poliment, j'ai regardé. Les mêmes scènes se répétaient, mais je les voyais autrement. L'aide soignante qui se permettait d'interrompre une femme âgée en pleine phrase. Le ton faussement doux « Allez, on se dépêche ». Les sourires administratifs, toujours au bon moment, jamais sincères. Tout cela n'était pas seulement de la fatigue ou de la routine, c'était un système. Un système qui fonctionne parce que les gens finissent par se tenir tranquilles. Je suis allée m'asseoir près de la fenêtre, comme la veille. Personne n'a fait attention à moi. Et c'était parfait. L'invisibilité, quand on la choisit, devient une force. Mireille est venue me voir après le déjeuner. Elle avait l'air méfiante, comme si elle sentait quelque chose. Ça va a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Vous avez l'air différente.
Je n'ai pas souri, je n'ai pas nié, j'ai juste dit: «J'ai compris comment il fonctionne». Elle a baissé la voix. «Et alors?» «Alors je vais faire exactement ce qu'ils n'attendent pas». Elle a attendu. Je ne lui ai pas donné plus. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que la moindre information devient un risque. Ici, les mots circulent, même ceux prononcés doucement. Dans l'après-midi, on m'a appelé au bureau médical. Contrôle de routine. Le médecin coordinateur m'a posé des questions comme on remplit une grille: sommeil, appétit, morale, orientation. J'ai répondu calmement, sans excès, sans plainte. J'ai refusé l'offre d'un comprimé pour faciliter l'adaptation. J'ai dit que je dormais suffisamment, que je n'étais pas anxieuse, que j'avais juste besoin de temps. Il a noté, il m'a observé un peu trop longtemps. J'ai compris qu'il cherchait un signe, un tremblement, une colère, un mot de trop, quelque chose qui leur permettrait de me classer. Je ne leur ai rien donné. De retour dans ma chambre, j'ai sorti mon carnet et j'ai écrit autrement que d'habitude. Jusqu'ici, je notais des faits bruts. Cette fois, j'ai ajouté des conclusions, courtes, précises. Ne jamais demander quand on peut constater. Ne jamais se fâcher quand on peut attendre. Ne jamais parler d'argent. Sourire quand il faut. Se taire le reste du temps. Puis j'ai écrit une dernière phrase, plus intime, qui m'a surprise moi-même. Je ne suis pas une victime. Je suis une femme qu'on a sous-estimée. Le soir, j'ai reçu un appel d'Antoine. Sa voix avait changé, plus attentive, presque inquiète. Maman, tout va bien? On m'a dit que tu avais posé des questions. Voilà, les questions remontaient. J'ai répondu tranquillement que je m'adaptais, que je suivais le programme, que je prenais l'air quand on me le permettait. Rien d'agressif, rien d'accusateur. Je l'ai laissé parler, remplir le vide, comme il le faisait toujours quand il se sentait coupable. Il a fini par dire: Tu sais, il faut que tu sois raisonnable. Raisonnable. Le mot que les enfants utilisent quand ils veulent que leurs parents se taisent. Je lui ai répondu: Je le suis, Antoine, je le suis plus que tu ne le crois. Il a ri nerveusement, puis il a raccroché avec une excuse. Quand la nuit est tombée, j'ai récupéré mon carnet dans la doublure de ma valise. J'ai touché le billet sans le sortir, juste pour sentir qu'il était là. Pas comme un rêve, mais comme un secret solide. Je ne pensais plus à la somme, je pensais à l'ordre des choses. Dans une semaine, j'étais passée de la stupeur à la lucidité. La lucidité n'apporte pas la paix, elle apporte une direction, et pour la première fois, je me suis endormie avec une idée simple, nette, sans émotion inutile. Ils ont construit cette cage avec des règles. Alors je sortirai avec des règles aussi. Le 9e jour, j'ai commencé à agir sans que cela se voie. De l'extérieur, rien n'avait changé. Je descendais au repas, je participais aux promenades dans le jardin intérieur. Je répondais aux questions médicales avec la même modération étudiée. Aux yeux du personnel, j'étais devenue une résidente, stable. Ce mot-là, je l'ai entendu plusieurs fois, glisser dans des conversations que je faisais semblant de ne pas écouter. Stable veut dire prévisible, et prévisible veut dire contrôlable. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était ce qui se passait dans les interstices. Tout a commencé par une conversation apparemment anodine avec la femme de l'accueil. Une fin d'après-midi, peu de passage, la télévision trop forte dans la salle commune. Je me suis approchée pour demander une enveloppe et un stylo. Rien d'extraordinaire. Elle me les a donnés sans poser de questions. Je lui ai demandé, l'air distrait, si le courrier sortant partait tous les jours. Une fois par jour, oui, vers 17 heures. J'ai hoché la tête, comme si ce détail n'avait aucune importance, mais je l'ai noté mentalement. Le lendemain, j'ai demandé à consulter le règlement intérieur plus en détail. Pas pour contester, pour comprendre. La responsable a semblé satisfaite. Une résidente qui s'intéresse aux règles est une résidente qui ne cherche pas à les briser. Elle m'a laissé le document 1 heure. Je l'ai lu attentivement. Les horaires, les droits, les obligations. Et surtout, ce qui n'était pas écrit, rien sur l'interdiction de correspondre librement, rien sur le droit de consulter un professionnel extérieur de son choix, rien sur l'obligation de passer par la famille pour toute démarche juridique. Le flou est toujours volontaire. Dans l'après-midi, j'ai parlé avec Mireille, brièvement. Je lui ai demandé, comme ça, si elle se souvenait du nom de son notaire. Elle a froncé les sourcils. Je crois que c'était... Non, je ne sais plus, mon fils s'en occupe. Elle a baissé la tête aussitôt après, comme si elle avait dit quelque chose de mal. Ce geste m'a confirmé ce que je soupçonnais. La plupart des gens ici n'avaient pas seulement été déplacés,
Ils avaient été dépossédés de leur mémoire administrative, et sans mémoire, on dépend de celui qui sait. Le soir venu, dans ma chambre, j'ai pris l'enveloppe. J'ai écrit lentement, soigneusement, pour que l'écriture reste ferme. Pas de plainte, pas d'émotion excessive, juste une demande claire, neutre. Une demande adressée à mon notaire, celui que je connaissais depuis des années, celui qui m'appelait encore Madame Moreau et non la maman d'Antoine. Je n'ai pas écrit où j'étais, pas explicitement. J'ai simplement demandé un rendez-vous discret à l'extérieur et confirmé que toute décision future devait passer exclusivement par moi. J'ai signé de ma main, pas de rature. Avant de fermer l'enveloppe, j'ai hésité une seconde. Puis j'ai ajouté une phrase simple, presque anodine. Je souhaite faire le point sur mes dispositions actuelles, le genre de phrase qui n'alerte personne, sauf ceux qui savent lire entre les lignes. Le lendemain, à 16h55, je me suis présentée à l'accueil pour déposer le courrier. La femme a pris l'enveloppe sans la regarder. Elle a tamponné l'heure. 17h, partie. Personne ne m'a arrêtée. Personne n'a posé de questions. C'est là que j'ai compris que la plupart des systèmes de contrôle ne sont pas aussi hermétiques qu'on le croit. Ils reposent sur l'habitude, pas sur la vigilance permanente. Tant que vous agissez comme on l'attend de vous, on ne regarde pas trop près. Les jours suivants, j'ai répété le même schéma. Une information ici, une vérification là. J'ai appris quels employés parlaient au trop, lesquels ne parlaient pas jamais, qui notait tout, qui oubliait, qui avait encore un reste d'humanité et qui se cachait derrière le protocole pour ne pas penser. Antoine n'est pas venu, il a appelé une fois, brièvement. Il m'a dit que tout était sous contrôle. J'ai répondu que j'étais ravie de l'entendre. Il n'a pas perçu l'ironie. Dans ma chambre, le carnet s'épaississait. Des noms, des dates, des heures, rien de spectaculaire. Mais une structure se dessinait, lentement, solidement. Je n'avais toujours rien dit à propos du billet. Et chaque jour de silence renforçait ma certitude. Le vrai pouvoir ici n'était pas l'argent, c'était le timing. Je ne cherchais plus à sortir précipitamment. Je cherchais à sortir proprement, sans cri, sans accusation facile, avec des preuves, avec des alliés discrets, avec une porte qui s'ouvre parce qu'on ne peut plus la maintenir fermée légalement. Ce 9e jour, en m'allongeant sur le lit, j'ai senti quelque chose changer définitivement en moi. Je ne subissais plus l'attente, je l'utilisais. Il pensait m'avoir immobilisée. En réalité, il m'avait offert du temps. Et le temps, quand on sait quoi en faire, devient une arme redoutable. Le 10e jour, les masques ont commencé à glisser. Rien de brutal, rien de spectaculaire, juste de petites fissures, presque invisibles, dans les attitudes de ceux qui pensaient ne plus avoir besoin de faire semblant avec moi. Tout a commencé par une visite imprévue. En fin de matinée, on m'a prévenu que mon fils passerait quelques minutes. L'expression était soigneusement choisie. Pas une visite, un passage, comme on vérifie un dossier. Antoine est arrivé avec ce sourire tendu que je connaissais bien. Celui qu'il utilisait quand il voulait paraître bienveillant tout en contrôlant la situation. Il a regardé autour de lui, la chambre, l'armoire, la fenêtre entr'ouverte. Il a posé des questions inutiles. Est-ce que je mangeais bien? Est-ce que je dormais mieux? Est-ce que le personnel était gentil? Je lui ai répondu calmement, toujours calmement. Puis il a abordé le vrai sujet. La direction m'a dit que tu posais beaucoup de questions ces derniers temps. Voilà, on y était. Je lui ai demandé lesquelles. Il a hésité. Il a parlé de papier, de règles, de courrier. Il a dit qu'il fallait me laisser le temps de m'adapter, mais que je ne devais pas me fatiguer avec des choses compliquées. Il a prononcé cette phrase comme une évidence, sans même se rendre compte de ce qu'elle contenait. Je l'ai regardé sans répondre. Le silence l'a mis mal à l'aise. Alors il a continué. Il a dit que la gestion financière était plus simple comme ça, que je n'avais plus à m'inquiéter, que tout était sécurisé, que lui et sa femme faisaient ça par amour. Ce mot-là, amour, a flotté un instant entre nous, vide. Je lui ai demandé s'il avait consulté mon notaire avant de prendre ses décisions. Il a sursauté légèrement, à peine, mais je l'ai vu. Ce n'était pas nécessaire, a-t-il répondu trop vite. On avait déjà la procuration. Je n'ai pas contesté, je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste dit que j'aimerais, à l'avenir, être informée avant toute démarche. Il a souri, ce sourire qui veut dire oui, bien sûr, sans engagement réel. Avant de partir, il a ajouté quelque chose qui m'a confirmé tout ce que je devais savoir. Tu sais, Élise, si tu coopères, tout se passera bien.
coopérer. Ce n'était plus une relation mère-fils, c'était une négociation et j'étais clairement la partie faible à ses yeux. Après son départ, j'ai observé les réactions autour de moi. La responsable administrative est passée devant ma chambre plus souvent que d'habitude. Une aide-soignante a vérifié mon bracelet alors qu'elle le faisait rarement. Rien d'agressif, juste un léger resserrement du filet. Dans l'après-midi, Mireille m'a chuchoté que son fils l'avait appelée le matin même. Il voulait savoir si elle se sentait bien. Elle avait répondu oui. Il avait insisté. Il lui avait parlé d'un éventuel changement de chambre, plus adapté. Elle tremblait légèrement en me racontant ça. Je lui ai dit de ne rien signer. Elle a acquiescé, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle n'était pas sûre d'y arriver. La peur use plus vite que la fatigue. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'argent n'était pas encore en jeu, mais le contrôle lui s'intensifiait. Il sentait un déplacement, une résistance discrète, et il tentait de l'écraser avant qu'elle ne prenne forme. Le soir, dans ma chambre, j'ai repris mon carnet. J'ai noté la visite d'Antoine, mot pour mot, le ton, les phrases exactes, le mot coopérer. Puis j'ai ajouté une nouvelle colonne à mes notes. Une colonne que je n'avais pas encore osé tracer. Comportement suspect. J'y ai inscrit des choses simples. Insistance soudaine. Aux tentatives de découragement. Pression douce mais répétée. Ce n'était pas encore une preuve, mais c'était un motif. En refermant le carnet, j'ai senti une certitude froide s'installer en moi. Ils allaient bientôt faire une erreur. Parce que ceux qui pensent avoir gagné deviennent impatients. Ils veulent sécuriser trop vite, verrouiller définitivement. Moi, je n'avais pas besoin de me hâter. Je n'avais besoin que d'une chose, les laisser croire qu'ils avaient encore l'avantage. Et ce 10e jour, en me glissant dans mon lit sous la lumière éteinte, j'ai su que le jeu avait changé de niveau. Ce n'était plus seulement une question de sortir d'ici. C'était devenu une question de révéler au bon moment qui contrôlait vraiment la situation. Le 11e jour, ils ont commencé à se trahir eux-mêmes. Ce n'est jamais volontaire. C'est la fatigue, l'assurance, l'habitude de décider sans opposition. À force de croire que l'autre n'a plus de prise, on parle un peu trop. On agit un peu trop vite. Le matin, on m'a annoncé un changement de planning. Sans explication, ma promenade habituelle a été déplacée. Mon créneau de sortie suspendu temporairement. Le mot est tombé comme une évidence administrative, mais je savais ce qu'il signifiait réellement. On resserrait la laisse. Je n'ai rien dit. À la place, j'ai remercié. Ce simple remerciement a désarmé l'aide-soignante. Elle a hésité une seconde, puis a ajouté, presque malgré elle, c'est à la demande de votre famille, pour éviter toute agitation. Voilà, pas pour votre sécurité, pas selon le médecin, à la demande de votre famille. Je me suis contentée de hocher la tête. Elstipa est partie, soulagée de ne pas avoir à justifier davantage. Plus tard dans la matinée, la responsable administrative est venue me voir. Elle a parlé d'un ajustement nécessaire, d'un meilleur cadre, d'une phase délicate. Elle utilisait toujours ces mots flous qui donnent l'impression que rien de précis n'est décidé alors que tout l'est déjà. Je lui ai demandé d'un ton neutre si ces décisions étaient pas consignées par écrit. Elle a marqué un temps d'arrêt, puis elle a répondu que ce n'était pas indispensable. Je lui ai demandé si mon fils avait formulé ses demandes oralement ou par courrier. Cette fois, elle n'a pas répondu tout de suite. Nous travaillons en confiance avec les familles, a-t-elle fini par dire. Encore une phrase creuse, mais une phrase révélatrice, parce que la confiance, dans un cadre légal, ne remplace jamais une trace écrite. Dans l'après-midi, j'ai croisé une aide-soignante différente, nouvelle, plus jeune. Elle m'a parlé comme on parle à une personne encore entière. Pas trop fort, pas trop lentement. Ça aussi, je l'ai noté. C'est elle qui a laissé échapper la phrase la plus importante de la journée. Vous savez, ce n'est pas simple pour nous non plus. Quand les familles la demandent des choses contradictoires, on est coincé. Contradictoire. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle s'est arrêtée net, puis elle a baissé la voix. Rien, oublié. Mais c'était trop tard, le mot était sorti. Le soir, j'ai appelé Antoine, pas pour l'accuser, pas pour le confronter, juste pour poser une question simple. Je lui ai demandé pourquoi mes sorties avaient été suspendues. Il a soupiré comme quelqu'un qu'on fatigue avec des détails. C'est mieux comme ça, maman. Tu te poses trop de questions en ce moment. Je lui ai demandé s'il avait fait une demande écrite à l'établissement. Silence, puis il a répondu qu'il n'y voyait pas l'utilité, que tout se faisait dans l'intérêt commun.
Je lui ai demandé s'il se rendait compte qu'il prenait des décisions sans cadre clair, sans trace, sans mon accord explicite. Sa voix a changé. Il est devenu sec, plus court. Tu compliques là les choses. Voilà. Le vrai reproche? Pas tu es en danger? Pas on s'inquiète? Non, tu compliques les choses. Après l'appel, je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère, juste une confirmation. Antoine n'agissait plus comme un fils dépassé. Il agissait comme quelqu'un qui protège un dispositif, quelqu'un qui a quelque chose à perdre si ce dispositif est remis en cause. Dans ma chambre, j'ai repris le carnet. J'ai écrit précisément ce qui venait de se passer. Les mots exacts, les silences, les contradictions entre le discours de l'établissement et celui de mon fils. Puis j'ai tracé une ligne sous mes notes. Ils agissent sans écrit. Ils évitent les totocistes, les traces. Ils anticipent ensuite une contestation. Ce sont toujours les mêmes signes. On ne cache rien quand on est sûr d'avoir raison. Ce soir-là, j'ai regardé longtemps le plafond avant de m'endormir. J'avais désormais ce qu'il me fallait. Pas encore une arme, mais une faille. Ils pensaient gérer une vieille femme isolée. En réalité, ils construisaient un dossier contre eux-mêmes, jour après jour, sans s'en rendre compte. Et à partir de maintenant, chaque décision qu'ils prendraient sans me consulter ne ferait que renforcer ce dossier. Le piège n'était plus autour de moi. Il était en train de se refermer sur eux. Le 12e jour, tout a basculé sans bruit. Je n'ai reçu aucun appel, aucun courrier, aucun signe visible que quelque chose avait changé. Et pourtant, dès le matin, l'atmosphère était différente, plus tendue, plus précise, comme si chacun faisait attention à ce qu'il disait, à la manière dont il me regardait. À 9 heures, on m'a demandé de patienter dans ma chambre. Ce n'était pas formulé comme un ordre, mais ça en avait la forme. J'ai obéi, j'ai attendu. J'ai compté les pas dans le couloir, les voix étouffées, les portes qu'on fermait un peu trop doucement. Vers 10 heures, la responsable administrative est entrée. Elle n'était pas seule, avec elle, un homme que je n'avais jamais vu. Costume sombre, mallette fine, regard rapide. Il n'a pas souri. On m'a expliqué qu'il s'agissait d'un référent externe, une formule vague, mais qui sentait la procédure. Il a pris place face à moi sans retirer sa veste. Il a ouvert un dossier, mon dossier. Il a commencé à poser des questions simples, très simples. Est-ce que j'avais signé telle procuration volontairement? Est-ce que j'avais demandé à ce que mes sorties soient suspendues? Est-ce que j'avais connaissance des décisions prises en mon nom? J'ai répondu calmement, toujours calmement, non, non, non. La responsable a tenté d'intervenir, de reformuler, d'adoucir. L'homme l'a arrêté d'un geste discret. Il m'a demandé si j'avais conservé des traces écrites de mes échanges avec ma famille et l'établissement. J'ai sorti mon carnet. Je l'ai posé sur la table, sans commentaire. Il l'a feuilleté longuement, trop longuement pour que ce soit anodin. Il n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper légèrement à certains passages. Les dates, les phrases exactes, les décisions prises sans accord écrit, les contradictions, la pièce est devenue silencieuse. Finalement, il a refermé le carnet et a dit quelque chose qui a changé définitivement le rapport de force. Madame Moreau est parfaitement lucide. Et manifestement, elle n'a jamais consenti à une mise sous tutelle de fait. Tutelle de fait, le mot a claqué, pas fort, mais avec une précision chirurgicale. La responsable a pâli. Elle a pensé à parler de malentendus, de bonne volonté, de pression familiale. L'homme a noté. Il a demandé des documents, des traces, des demandes écrites. Il n'y en avait pas. À midi, Antoine est arrivé, en retard, visiblement appelé en urgence. Son visage était fermé, crispé. Il a tenté de plaisanter. Personne n'a ri, on lui a expliqué la situation, calmement, froidement, que certaines pratiques posaient problème, que l'établissement avait agi sur la base de demandes orales, que cela exposait tout le monde. Il m'a regardé pour la première fois depuis longtemps sans condescendance. Il y avait de la peur dans ses yeux, une peur mal contenue. Il a parlé trop vite. Il a voulu expliquer, justifier. Il a dit qu'il avait agi dans mon intérêt, qu'il n'avait jamais pensé mal faire. L'homme au costume sombre lui a demandé s'il avait conscience qu'il avait limité mes libertés sans cadre légal, qu'il avait pris des décisions financières sans consentement éclairé. Antoine n'a pas répondu tout de suite. Ce silence-là a tout dit. L'entretien a duré moins d'une heure. À la fin, on m'a proposé un choix. Pas une injonction, un choix réel, rester temporairement,
avec un cadre strictement redéfini, mes droits rétablis immédiatement, ou quitter l'établissement dès que je le souhaiterais, accompagné juridiquement. J'ai demandé 24 heures. Personne n'a contesté. Quand ils sont partis, ma chambre m'a semblé plus grande, l'air plus léger, les murs moins proches. Je n'étais pas encore sortie, mais quelque chose s'était rompu, définitivement. Dans l'après-midi, l'aide-soignante m'a rendu mes clés, mon téléphone, sans commentaire, sans regard. Antoine a tenté de me parler avant de partir. Je lui ai dit que nous parlerions plus tard. Pas ici, pas maintenant. Le soir, seule dans ma chambre, j'ai sorti le billet de loterie de mon carnet. Je l'ai regardé longtemps, toujours sans émotion excessive. Je n'avais toujours rien révélé. Et désormais, je savais que je n'en aurais peut-être même plus besoin pour gagner, parce que le pouvoir venait de changer de camp. Pas par éclat, pas par argent, par une chose bien plus difficile à reprendre à quelqu'un, la légitimité. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai dormi profondément. Le 13e jour n'a pas été celui de la victoire, il a été celui des conséquences. Dès le matin, l'établissement fonctionnait autrement autour de moi. Pas officiellement. Officiellement, rien n'avait changé. Les horaires étaient les mêmes, les repas aussi. Mais dans les gestes, dans les voix, quelque chose s'était déplacé. On frappait avant d'entrer. On me demandait au lieu de m'annoncer. On attendait ma réponse. Ce respect soudain n'était pas de la bienveillance, c'était de la prudence. La responsable administrative est venue me voir avec un dossier sous le bras. Elle n'a pas parlé longtemps. Elle m'a simplement expliqué que certaines procédures internes allaient être réévaluées, que des vérifications étaient en cours, qu'un rapport avait été transmis. Elle n'a pas prononcé le mot enquête, mais il planait dans la pièce comme une odeur métallique. Dans l'après-midi, j'ai appris par bribes ce qui se passait ailleurs dans le bâtiment. Des familles appelées, des demandes suspendues, des décisions en attente de validation écrite. Le système se raidissait non pas pour protéger les résidents, mais pour se protéger lui-même. Mireille Benia, elle est venue me voir, les yeux brillants, la voix basse. Mon fils m'a appelé ce matin. Il était différent. Il m'a demandé ce que je voulais. Ce simple mot vouloir l'avait bouleversée. Elle m'a dit qu'il parlait maintenant de solutions temporaires, de retour à domicile, de réévaluer. Elle ne savait pas encore si elle devait y croire. Moi non plus. Mais quelque chose s'était fissuré là aussi. Antoine est revenu en fin de journée, seul, sans sa femme. Il avait perdu cette assurance lisse qu'il portait comme une armure. Il s'est assis sans y être invité. Il a parlé vite, trop vite. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu me faire du mal, qu'il avait été dépassé, qu'il avait fait confiance à l'établissement, qu'il avait cru bien faire. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Puis je lui ai demandé une chose simple. Pourquoi il n'avait jamais pris la peine de me demander ce que je voulais, moi? Il a ouvert la bouche, il l'a refermée, il a baissé les yeux. Cette absence de réponse m'a suffi. Je lui ai dit que je ne cherchais pas à me venger, pas encore, que je voulais comprendre jusqu'où il était allé, les comptes, les décisions, les demandes formulées en mon nom. Je lui ai demandé de tout mettre par écrit. Il a pâli, il m'a promis de le faire. Quand il est parti, je n'ai ressenti aucun soulagement, juste une fatigue lucide, celle qu'on ressent quand on voit enfin les choses telles qu'elles sont, sans espoir inutile, sans illusion. Le soir, un document a été glissé sous ma porte, une notification officielle. L'établissement reconnaissait des irrégularités de procédure me concernant. Une formule froide, mais lourde de sens. Mes droits étaient pour rétablis intégralement. Toute décision future nécessiterait mon accord écrit. Ce n'étaient pas des excuses, c'était un aveu. Je me suis assise sur le lit avec le papier entre les mains. J'ai pensé à toutes celles et ceux qui n'avaient jamais eu ce moment, qui avaient accepté, plié, disparu lentement derrière des portes propres. Ce que j'avais provoqué ne me concernait plus seulement. Le carnet était toujours là, épais, précis, le billet aussi. Je ne l'avais toujours pas utilisé. Et pourtant, tout avançait. Je n'avais pas encore quitté cet endroit, mais désormais, chaque jour que j'y passais devenait une charge pour ceux qui m'y avaient maintenu sans droit, une responsabilité, un risque. Ce 13e jour, en regardant par la fenêtre le parking baigné de lumière froide, j'ai compris que la fin approchait. Pas la fin spectaculaire, la fin administrative, la plus irréversible. Ils avaient voulu me rendre petite pour mieux décider à ma place.
Il venait de déclencher exactement l'inverse. Et désormais, quoi que je choisisse de faire, partir, rester encore un peu, parler, me taire, ce serait mon choix. Rien que cela suffisait à bouleverser l'équilibre. La sortie n'était plus une fuite, c'était une conclusion. Le 14e jour, j'ai quitté l'établissement sans scène, sans valise trop lourde, sans regard en arrière. Tout s'est fait proprement, administrativement, comme ils aiment. À 9 heures, la responsable est venue avec les documents de sortie. Elle parlait doucement, presque respectueusement, comme si le ton pouvait effacer ce qui s'était passé. J'ai lu chaque page, lentement. Je n'ai rien signé sans comprendre. Personne n'a soupiré. Personne n'a insisté. À 10 heures, un taxi m'attendait devant l'entrée. Ce détail m'a frappé. Pas une voiture de famille, pas Antoine. Un chauffeur neutre, payé, professionnel. C'était mieux ainsi. Je ne voulais pas d'émotions parasites ce jour-là. Avant de partir, Mireille est venue me serrer la main. Elle ne m'a pas embrassée. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Vous avez ouvert une porte a-t-elle dit. Je lui ai qui répondu que ce n'était pas une porte, juste une serrure mal fermée. Dans le hall, personne ne m'a retenue. Les badges ont bipé, les portes se sont ouvertes. L'air extérieur m'a frappé au visage. Froid, direct, vivant. J'ai respiré profondément. Pas comme quelqu'un qui s'échappe, comme quelqu'un qui revient. Dans le taxi, je n'ai pas parlé. J'ai regardé la ville défiler, les trottoirs, les cafés, les passants pressés, tout ce que j'avais cru perdu et qui n'avait jamais cessé d'exister. C'était moi qui avais été mise en pause. Je ne suis pas rentrée chez moi tout de suite. J'ai demandé au chauffeur de me déposer devant une petite résidence hôtelière, discrète, au bout d'une rue calme. J'y avais réservé une chambre la veille, depuis mon téléphone rendu. Personne n'était au courant. Pas même Antoine. J'avais besoin d'un sas, d'un endroit sans souvenir, sans enjeux immédiats. Un endroit où réfléchir avant d'agir. Dans la chambre, j'ai posé mon sac sur le lit. J'ai sorti mon carnet, je l'ai ouvert à la dernière page. Il était plein maintenant, dense, une cartographie de ce qu'on m'avait fait et de ce que j'avais compris. Puis, j'ai sorti le billet. Pour la première fois depuis le tirage, je l'ai regardé sans le cacher aussitôt. 57 millions. Le chiffre n'avait toujours pas de poids émotionnel. Ce n'était pas une promesse, c'était une possibilité. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai réfléchi sans urgence. Je n'étais plus sous pression, plus surveillée, plus contrainte. Et pourtant, je savais que le plus délicat commençait maintenant. Parce que sortir d'un système est une chose, décider ce qu'on fait après en est une autre. Antoine m'a appelé en début d'après-midi. J'ai laissé sonner, puis j'ai répondu. Sa voix était hésitante. Il voulait savoir où j'étais, ce que je comptais faire. Il parlait déjà de compromis, de solutions, de reconstruction. Je lui ai dit que je prendrais contact quand je serais prête, pas avant. Il a accepté. Du moins, il a fait semblant. Le soir est tombé lentement. La chambre s'est remplie d'ombres douces. J'ai pris une douche longue, presque cérémonielle. J'ai enfilé des vêtements propres, les miens, choisis par moi. En m'allongeant sur le lit, j'ai ressenti une chose étrange. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas du soulagement non plus, c'était de la solidité. On m'avait cru fragile parce que j'étais calme. On m'avait cru dépendante parce que je faisais confiance. On m'avait cru terminée parce que j'étais âgée. Ils s'étaient trompés sur tout. Le 14e jour n'était pas une fin heureuse. C'était une sortie maîtrisée, une reprise de territoire, une ligne nette entre ce qu'on m'avait imposé et ce que je choisissais désormais. Demain, je parlerai à mon notaire, à un conseiller, peut-être à un avocat. Demain, je commencerai à utiliser ce que je savais, ce que j'avais, ce que j'étais redevenue. Ce soir-là, en fermant les yeux, je n'ai pas pensé à l'argent. J'ai pensé à toutes ces décisions prises sans moi et à la manière simple, presque élégante, dont je venais de reprendre ma place. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'étais sortie, et cette fois, personne ne m'y avait autorisée. Le 15e jour, je n'ai pas annoncé ma victoire, je l'ai organisée. Le matin, j'ai pris rendez-vous avec mon notaire, le vrai, celui qui me connaissait avant que je devienne un dossier. Je n'ai rien expliqué au téléphone, juste dit que c'était urgent et personnel. Sa voix a changé immédiatement. On m'a donné un créneau dans l'après-midi. Ensuite, j'ai appelé la banque. Pas pour encaisser, pas encore, pour signaler que toute procuration accordée précédemment devait être suspendue.
immédiatement et que toute opération récente devait être consignée. La femme au bout du fil a posé peu de questions. Certaines phrases, quand elles sont prononcées calmement, ouvrent des portes sans résistance. À 14 heures, j'étais assise dans le bureau du notaire. Bois sombre, silence respectueux. Il m'a écoutée sans m'interrompre. Tout, l'établissement, les décisions prises sans moi, mon fils, les pressions, le carnet posé entre nous, comme une chronologie froide. Quand j'ai sorti le billet, il n'a pas réagi tout de suite. Il a vérifié, 2 fois. Puis il a levé les yeux vers moi, lentement. Ce n'était pas de la surprise, c'était du respect. À partir de là, tout s'est enchaîné sans émotion excessive. Déclaration officielle, sécurisation, mandat clair, structure juridique. Protection totale, chaque chose à sa place, proprement, définitivement. Puis j'ai parlé d'Antoine. Je n'ai pas demandé vengeance, je n'ai pas demandé punition. J'ai demandé que la vérité soit actée, que les faits existent, que plus jamais il ne puisse dire qu'il ne savait pas. Ce soir-là, je me suis installée dans un appartement lumineux, temporaire, choisi par moi. J'ai préparé un thé, j'ai regardé la ville s'illuminer lentement. J'étais riche, oui, mais surtout j'étais libre. Protégée, intouchable, Antoine a rappelé. J'ai répondu. Je lui ai dit que j'allais bien, que je ne manquerais jamais de rien, que je ne serais plus jamais déplacée, ni enfermée, ni gérée, sans mon accord. Je lui ai dit que tout était désormais encadré légalement, irréversiblement. Il a compris, pas tout, mais assez. Avant de raccrocher, je lui ai dit une dernière chose, sans colère, sans triomphe. Tu n'as pas perdu une mère, tu as perdu le droit de décider à ma place. Après l'appel, je me suis sentie légère. Pas euphorique, alignée. Je n'ai pas raconté mon histoire aux journaux. Je n'ai pas cherché à humilier qui que ce soit. J'ai fait mieux. J'ai créé un fonds discret destiné à aider des personnes âgées isolées à obtenir un conseil juridique indépendant avant qu'il ne soit trop tard. Parce que certaines cages sont invisibles et parce que la dignité, une fois reprise, mérite d'être transmise. Si cette histoire t'a touché, si tu penses que trop de gens vivent ce genre de situation en silence, alors fais une chose simple. Abonne-toi, laisse un like, écris un commentaire. Plus ces récits circulent, moins ils peuvent être étouffés. Parfois, la plus grande revanche n'est pas l'argent, c'est de ne plus jamais se taire.